Patrick Moreau, bonjour et merci. Bonjour, on est là aujourd'hui pour parler du dernier paru, des arbres et des hommes. Alors j'étais un peu tentée de reprendre le premier vers de la chanson Brassens, auprès de mon arbre je vivais heureux. Apparemment c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué au niveau de l'enfance des arbres et de la forêt. Oui, comme tout le monde, absolument. Je dirais. Lorsque vous ressentez l'empreinte du temps, vous parcourez vos souvenirs et j'ai eu grand plaisir à me retrouver dans cette enfance dans laquelle je parcourais Dame Nature, Mère Nature, la campagne, mais en toile de fond c'était vraiment, je dirais, cette grande toile vivante, colorée des arbres et j'ai avancé avec eux dans toute mon enfance, mon adolescence, puis ensuite. Et puis ce livre, c'est un peu le prolongement, si vous voulez, oui. de mes interrogations. C'est ce que j'ai compris en lisant. Voilà. Je me suis dit, il y a eu un rapport à un moment donné, que je comprends très bien, je dirais bien pour avoir eu à peu près le même, entre l'arbre, la nature bien sûr en général, on ne peut pas enlever l'arbre de la nature, et l'humain, je dirais, en devenir. Donc, absolument. Et puis c'était peut-être un moment où j'ai souhaité me glisser dans la peau de l'arbre pour peut-être ouvrir mon écorce. Voilà, on a tous confié nos chagrins, en général, en s'adossant à un arbre. Un arbre, oui. Puis l'arbre est très protecteur. Oui. Il est protecteur depuis nos origines. C'est lui qui nous a tout de même hébergés en tout premier lorsqu'on est arrivé sur la planète Terre, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années. Oui. Et lui, il était déjà là depuis 370 millions d'années. Donc ça a été notre première, je dirais, être à nous accueillir, nous recevoir, nous écouter, nous protéger. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a renversé, on a oublié cet accueil chaleureux de départ. On est devenu peut-être l'un de ces prédateurs les plus terribles sur cette planète. Puis je souhaitais peut-être aussi démontrer ou montrer au lecteur que la vie, elle est plurielle, mais elle n'est pas cloisonnée. Il n'y a pas le monde vivant humain et le monde vivant des non-humains, et que c'est un tout, et que c'est un tout qui est équilibré. Et c'est ce tout-là qu'il faut respecter. Et donc c'est un petit peu, cette écriture va dans ce sens-là. Comment retisser ce lien filial, originel entre l'arbre et l'homme, entre la nature et nous. On n'est que locataires de cette nature. Oui, effectivement, on est là, on l'emprunte momentanément, absolument. Il faut respecter ce qu'on emprunte. Mais alors là, maintenant, je vais faire un parallèle entre le médecin que vous êtes, qui gère la peau, je dirais, et l'écorce. Est-ce que ce n'est pas justement deux éléments de vie qui sont protecteurs et indispensables? Oui, alors là, vous avez résumé, c'est absolument ça, Patricia, c'est-à-dire que en quelque sorte, nous avons la même physionomie, la même physiologie. Et la finalité des deux, c'est de préserver la vitalité, mais la vitalité dans sa globalité, dans son union. Et le but de ce livre, c'est de réunir les deux, de les unir et de ne pas les opposer. C'est-à-dire se délester de notre anthropocentrisme pour peut-être faire place aussi à un équilibre de vie entre l'un et l'autre. Et puis c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'humain en devenir. Je pense qu'il faut qu'on cultive ce lien pour aller vers une sobriété écologique heureuse et surtout préserver notre devenir commun et ne pas être propulsé à vitesse supersonique vers l'abîme, comme dirait Edgar Morin. Ça se présente. Oui, ça se présente, mais on a peut-être encore, si je puis dire... On peut faire marche arrière. Absolument, et notre destin à portée de main. C'est à nous de prendre les manettes, de devenir notre chef d'orchestre dans ce devenir, dans ce qu'on souhaite prochainement, tracer un nouveau chemin, pas celui qu'on nous trace. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconsidérer les choses, pas de façon extrémiste, mais simplement
par des prismes différents, comme je l'ai dit dans le livre, c'est des prismes juridiques, des prismes collectifs, personnels. Tout le monde, à sa place, peut jouer un rôle pour revenir à cette sobriété. D'où effectivement l'arbre est-il politique? Moi je dirais en réalité, finalement, la politique ne doit-elle pas tenir compte de l'arbre? Bien sûr. Donc l'arbre est réellement politique, avec cette petite astuce où j'ai mis politique comme la peau, parce que tout ça, les deux sont liés. Oui, aujourd'hui, il est temps de susciter une nouvelle politique vis-à-vis de l'arbre. Je pense que les choses bougent avec des hommes comme Thomas Braque qui m'a fait le plaisir de faire cette préface, qui est vraiment le Robin des arbres contemporains, puisqu'il vit parfois en suspension jusqu'à 28 jours dans des arbres pour les crier la souffrance de l'arbre, crier un petit peu ce que l'arbre ne peut pas dire, ou tout au moins ce qu'on ne veut pas entendre, de façon à les protéger, à se faire entendre aussi du ministère de la Transition et de l'Écologie. Donc, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, il y a une mobilisation. Oui. Il y a une association que j'aime beaucoup, c'est les arbres remarquables. Ils ont fait une charte l'année dernière auprès de l'Assemblée nationale, c'est en avril 2019, et ils ont fait une proposition pour préserver les arbres, notamment exceptionnels, mais aussi en règle générale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ce lien important entre l'arbre et l'homme, mais il faut continuer à coaguler, à cristalliser cette volonté. Oui, surtout que l'arbre en général est dans une forêt. La forêt, c'est quand même également un pan économique. Oui. Donc là, il va falloir trouver un juste équilibre entre la gestion de la forêt sur le plan économique et je dirais, et la survie des arbres. Absolument. Et le fait de maintenir notre patrimoine forestier, eh bien, c'est maintenir aussi cette capacité d'être protégé, de produire, de capter le CO2, de produire notre oxygène, donc d'assurer notre vie et notre survie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. L'Amazonie, qui est poumon du monde, est fortement attaquée par les prédateurs de la finance. Et aujourd'hui, il y a un tandem, c'est deux frères brésiliens qui sont, un est économiste et l'autre est biologiste. Ils ont mis au point le plan Amazonie 4.E et ils démontrent que un arbre qui reste bipède, reste sur ses pieds, a plus de valeur économique et ajoutée qu'un arbre assassiné. Et donc là aussi, il y a des projets, les paysans sont informés, il y a une vraie pédagogie, pédagogie qui est à la fois humaine, mais qui est aussi portée par tous les réseaux numériques. Et donc le numérique va peut-être être aussi au secours de l'arbre. Donc vous voyez, le paradoxe, c'est que la technologie va peut-être aussi aider l'arbre à survivre. Il y a aussi une ONG européenne qui a, dans les forêts de Pologne, forêts primaires qui sont là aussi très attaquées, eh bien, ils ont mis un petit objet dans les cimes qui puise une énergie solaire, et s'il y a une tronçonneuse dans les 30 mètres avoisinantes, il y a une émission via une clé USB à un site d'observation, et donc il y a une intervention des forestiers immédiatement pour stopper toute agression. Voilà. Donc vous voyez, le monde s'organise, mais pas uniquement le monde politique, c'est le monde aussi de la société civile, des ONG, où il y a un vrai engagement pour sauver l'arbre, la forêt et le monde vivant non humain. L'humain deviendrait-il un petit peu plus humain? Peut-être. On peut l'espérer. Oui, bah c'est tout le souhait qu'on puisse imaginer, mais
aujourd'hui, peut-être que la haute technologie, les réseaux sociaux, à partir du moment où ils sont utilisés de façon rigoureuse, scientifique, pédagogique, tolérante, ouverte, ils vont probablement aider à diffuser cette parole, Oui. à fédérer. Vous voyez beaucoup de groupes sur Facebook, l'art et la nature, Oui. l'Office national des forêts a un site merveilleux, vraiment arbre remarquable, et suivi par beaucoup d'internautes et des gens qui postent des choses vraiment intéressantes. Donc oui, ça bouge. Peut-être que l'humain, paradoxalement, via le virtuel, va devenir un adepte réel de la protection de l'arbre. Que pensez-vous de la sylvothérapie? Je pense Parce que c'est très à la mode. Oui. On embrasse les arbres, on entoure les arbres, on y refait des câlins, mais est-ce, je vais dire, intéressant, ou est-ce simplement un effet de mode? Je pense que c'est un effet de mode, bien sûr, mais c'est pas qu'un effet de mode. Il y a une réalité thérapeutique sous-jacente. Je crois que c'est une façon de replonger aussi dans ses souvenirs d'enfance. Son premier rapport à l'arbre, à l'écorce. Toucher une écorce aussi, c'est comme toucher une peau. Vous allez aussi apprécier la différence de l'écorce. Si c'est une écorce qui va être complètement fine, plane, comme un bouleau. Une écorce un petit peu, beaucoup plus fissuraire, à l'image d'un chêne, donc comme une peau qui va être rocailleuse, striée, vieillir entre guillemets. Donc oui, certainement, c'est une façon aussi de se mettre en parenthèse intemporelle et de couper la vitesse vertigineuse du temps. Vous vous posez, vous êtes une fois de plus dans le monde de l'art, mais vous l'entourez. C'est une ambiance cotonneuse, protectrice. Vous êtes dans un état de méditation, de lévitation. Donc ça va que faire du bien et ça va vous déstresser, ça va vous transformer, vous allez être moins gadgetisé, moins technicisé, moins stressé, moins tendu. Donc quelque part, indirectement, oui, les effets ne peuvent qu'être bénéfiques. Exactement comme une bonne promenade en forêt. Une promenade en forêt. On a un peu l'impression qu'on se tape la tête contre les murs, il vaut mieux. Une séance de méditation, de yoga, voilà, ça va dans le même sens, mais ce sont des thérapies performantes qu'il faut cultiver absolument. Parce qu'on a tous cette réaction, se dire, parce que la mer finalement étant souvent tellement vivante, que quand on a besoin de se poser, je dirais de retrouver un peu de calme, qu'est-ce qu'on fait? On va se balader en forêt. Oui, et puis on a ce plaisir d'observer, de devenir un petit peu, de se transformer en particules élémentaires. Vous êtes en état de lévitation. Oui, il y a une vraie communion et ça démontre qu'il y a un lien qui existe entre l'arbre et l'homme. Les arbres parlent, les arbres échangent, c'est pas un fait nouveau, non seulement en aérien, chimiquement, mais en souterrain. On a un véritable réseau de communication Internet entre les racines. Donc l'homme n'a rien inventé, la nature l'a déjà fait, et la nature est peut-être plus compassionnelle, empathique entre les différentes écorces. Il n'y a pas une ségrégation ou un racisme d'écorce. Hein, oui. Absolument. Il n'y a pas la couleur qui fait quelque chose. Je me suis amusé dans le livre où j'ai imaginé que c'était l'inverse, qu'il y avait eu un petit bug génétique et que c'est l'homme qui était doté d'une cellule chlorophyllienne à la place de la mélanine et que c'était l'arbre qui était revêtu de mélanine. Et on aurait vu un Homo sapiens se transformer 4 fois dans l'année avec les saisons, une chlorophylle verte. Voilà. Donc, sauf qu'il aurait pu avoir les pieds bien sur terre. Absolument, tout à fait. Donc, vous voyez, je pense que ce livre, quelque part, c'est une véritable invitation à se glisser dans la peau de l'arbre. Ça, je pense que c'est... Devancer ma question, j'allais dire, pourquoi ce livre? Ce livre, c'est... un rapport vraiment intime et personnel avec l'arbre et la nature, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, ou une suite de réflexions ou d'expériences? Je
pense que c'est une mosaïque où il y a tous les éléments que vous venez de citer composent cette mosaïque. Souvenirs d'enfance, nostalgie peut-être de cette transformation de notre rapport à l'arbre aujourd'hui qui est en train, certes peut-être de revenir à des éléments plus naturels. C'est aussi la fascination de la beauté, de l'esthétique d'un arbre. Quand l'arbre est revêtu de sa plus belle parure au printemps, mais quand il change de couleur aussi. Mais c'est, si vous voulez, cette transformation. J'aime sa nudité l'hiver aussi, où il nous montre sa force, cette belle. Ce sont des sculptures vivantes. Et ce que j'aime bien, c'est en fin de compte, l'arbre, la nature, c'est un musée vivant, permanent, dans lequel on peut retourner et se faire plaisir. Et s'immerger, tout simplement. Tout simplement. Sans attendre. Sincèrement, j'ai eu un plaisir immense à le lire. Donc j'invite tout le monde à le lire. Il se lit facilement, il est quand même moins technique que certains de vos ouvrages et on peut s'y retrouver. Donc c'est quand même très important. Donc merci de l'avoir écrit. Merci de m'avoir accueilli, à vous deux, à vous Patricia et à Jonathan.